Bonjour à toutes et à tous et un grand merci de nous rejoindre pour ce quatrième webinaire de la Fondation MNH. Des webinaires qu'on commence traditionnellement pile à l'heure et que tout le monde pourra retrouver ensuite en replay grâce à un lien qui vous sera communiqué. Alors nous avons la chance aujourd'hui de recevoir pour une action d'aller vers les futurs pairs qui s'appelle Partage. Deux intervenantes du centre hospitalier intercommunal André-Grégoire de Montreuil, qui sont Swati Perrault et Julie Châteauneuf. Donc, je vous remercie beaucoup de nous faire le plaisir de cette présentation aujourd'hui et de répondre à nos questions concernant cette action qui est extrêmement intéressante. Alors, je vais vous expliquer rapidement les règles du jeu sur nos webinaires. Les caméras et les micros sont donc coupés pour les participants, simplifier un petit peu les interactions. Vous avez néanmoins la possibilité de poser vos questions à tout moment au travers de la conversation, donc vous les tapez, et c'est moi qui me ferai votre porte-parole pour poser les questions plutôt à la fin, à moins qu'il y ait un gros quiproquo en cours de route. Mais donc, nous aurons une longue période dédiée aux questions après la présentation. Alors, Swati Perrault, Julie Châteauneuf, je vous laisse tout de suite la parole pour nous présenter cette action extrêmement intéressante. C'est à vous. Eh bien, bonjour à tous et merci encore Ludovic du coup de nous laisser présenter l'expérimentation Partage 2. Donc, on va vous présenter en effet les déploiements, on va vous parler de la consultation prénatale des pères et on va surtout vous parler de tout l'aspect médiation qui a été développé grâce à la Fondation MNH. Et on va passer assez rapidement en premier sur l'historique du projet Partage avec les principaux résultats au bout de 3 ans de projet. Et ensuite, je vous partagerai mon retour d'expérience depuis du coup que j'ai quitté la coordination du projet Partage. Je suis retournée sur le terrain et j'ai donc l'occasion, la chance de pouvoir, enfin la chance ou pas, on reverra plus tard, mais de pouvoir parler et proposer la consultation des pairs aux futurs pairs et de travailler directement avec les médiateurs. Et du coup, on enchaînera avec les résultats de la médiation en santé et retour d'expérience de nos médiateurs. Et ensuite, il y aura un moment d'échange entre nous. Merci. Donc rapidement sur l'historique du projet Partage. Alors déjà, le projet Partage, c'est un très long acronyme. Alors, on vous l'a mis sous les yeux parce que, en effet, il est très très long, mais ça veut dire prévention, accès aux droits, rattrapage vaccinal, traitement pendant la grossesse et pour l'enfant. Donc, comment ça a commencé? Comment on a eu, c'était surtout le docteur Pauline Penaud, infectiologue à l'hôpital de Montreuil, qui, après avoir été contactée plusieurs fois par le service de maternité pour des patientes qui avaient contracté le VIH pendant la grossesse, elle s'est posé la question de pourquoi est-ce qu'on ne saisit pas le moment de la grossesse pour dépister le futur conjoint. Donc voilà, en 2016, donc après la découverte de 10 cas de VIH chez des femmes enceintes, elle décide de mettre en place un projet pilote PAPA qui consiste à dépister tous les futurs pères par TROD VIH. Donc TROD, c'est les tests rapides à orientation diagnostique. Donc ça, elle fait ça de octobre 2018 à août 2029. Elle propose en salle d'attente, donc grâce à des médiateurs aussi en santé, elle propose à tous les pères qu'elle croise en salle d'attente de réaliser un dépistage VIH. Et finalement, ce qui sort de cette expérimentation, de ce projet pilote, c'est qu'il y a davantage de besoins, notamment sur l'ouverture de droits et la vaccination. Ça ne reste pas que sur le dépistage des IST, le dépistage du VIH, mais ça permet quand même, le projet pilote, de savoir à quelle population on s'adresse, quels sont les autres besoins en santé. Et donc, naît le premier volet de Partage sur 15 mois d'études, de janvier 2021 à mai 2022. Donc, l'étude Partage à l'hôpital de Montreuil, donc là, qui consistait à mettre en place la consultation de prévention
Donc une consultation au cours de laquelle, c'était une consulte qui durait 15 minutes, au cours de laquelle on proposait un dépistage, un rattrapage vaccinal et on orientait en fonction des besoins en santé vers d'autres professionnels. Donc ça allait vraiment du médecin généraliste à l'assistante sociale, la psychologue. Voilà. Dans cette étude, il y a plus de 1300 pairs qui ont été inclus. Et juste à savoir, on était dans une démarche proactive. On allait là vraiment chercher les pairs. On avait accès à un pool de femmes enceintes. C'était lors de la consultation prénatale à l'hôpital de Montreuil. Donc, on avait accès à ce pool de femmes enceintes. Et à l'issue de cette consultation, les femmes enceintes étaient reçues par des médiatrices en santé qui leur parlaient de la possibilité de la consultation de prévention pour leur conjoint. Et les médiatrices leur demandaient: est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, pour que votre conjoint ait cette consultation? Et en fonction de l'accord de la patiente, les conjoints pouvaient être appelés par les médiatrices pour qu'ils puissent donc bénéficier de cette consultation. Alors, on dit bien qu'on était dans une démarche proactive. On va voir, ça va être la différence avec le deuxième volet de partage. On était vraiment dans une démarche proactive et limite un peu, on en rigole, hein, mais un peu harcelante, parce que les médiatrices appelaient finalement jusqu'à ce que le conjoint réponde au téléphone et un peu qu'il accepte la consultation. Juste le chiffre, parce que là, on n'a pas mis les chiffres de partage 1, mais il y a eu 50% d'acceptation à cette consultation. Et juste pour finir oui, tu peux mettre partage 2, mais sur partage 1, l'étude partage donc de janvier 2021 à mai 2022, on s'est aperçu que cette consultation était le plus bénéfique pour les populations les plus précaires. Donc voilà, donc le premier volet partage, une consultation de 15 minutes qui a lieu à l'hôpital de Montreuil, avec l'intermédiaire évidemment de médiatrices en santé qui vont chercher vraiment les pairs, qui vont à leur rencontre, qui les appellent, etc. Et donc là, on décide à partir de 2022, fin 2022, de déployer ce projet sur la ville de Montreuil. Là, l'enjeu de ce deuxième volet d'expérimentation, c'est de tester en vie réelle. Donc, c'est d'arrêter d'être dans une démarche proactive, c'est de mettre en place cette consultation et de voir comment la consultation prend. Et du coup, l'objectif de partage 2, c'était d'évaluer les modalités de mise en œuvre en vie réelle d'une consultation prénatale de prévention à destination des futurs pères. Donc là, pareil, on va pas, c'est pas l'objet aujourd'hui de cette présentation, mais cette consultation s'est beaucoup plus étoffée quand dans partage 1, c'était une consulte de 15 minutes juste sur de dépistage de la vaccination. Là, sur partage 2, la consultation aujourd'hui dure 30 minutes et elle a été construite, elle est vraiment calquée finalement sur aussi des consultations qui sont faites dans le cadre d'un suivi de grossesse pour les patientes et sont faites à partir des recommandations, donc sur le dépistage des violences, la surexposition aux écrans, les conditions sociodémographiques, tout ce qui concerne l'hygiène, la diététique. Voilà, donc une consultation quand même qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus axée prévention et en soins périnataux. Merci Julie. Donc, par rapport à cette consultation donc étoffée, axée sur la promotion de la santé et la prévention du fait de l'influence de la santé du futur père sur la santé de la famille également, et du contexte de faible recours aux soins des hommes de manière générale et de l'opportunité que représente la grossesse pour les ramener vers le soin. Donc, a été mis en place partage 2 et je vais vous présenter rapidement les résultats issus de cette consultation qui a commencé de manière effective le 23 février 2023 et nous avons les chiffres consolidés jusqu'au 11 avril 2026. Donc au 11 avril 2026, nous avons 858 pères qui ont bénéficié de la consultation. Ça représente en moyenne, environ 1400 consultations en tout, puisque adossée à la consultation de bilan, une consultation de rendu des résultats est systématiquement proposée aux futurs pères dans un second temps. On a parmi les pères reçus en consultation une population qui a une moyenne d'âge de 32
35 ans et un âge médian de 34 ans, donc relativement âgé pour un premier enfant. Et une grande majorité des pères, donc 2/3, viennent en consultation alors qu'ils vont avoir un enfant pour la première fois. Et l'intérêt qu'ils présentent dans le fait de venir à la consultation, c'est dans la perspective de la santé de leur enfant à venir, alors que lorsqu'ils sont déjà pères, les pères ont tendance à venir à cette consultation parce qu'ils veulent pour leur propre santé à eux. C'est-à-dire qu'il y a une démarche altruiste lorsqu'ils deviennent pères pour la première fois, ils y vont pour leur enfant. Et puis, lorsqu'ils ont déjà eu cette expérience-là, ils viennent davantage pour leur propre santé. Les pères venus en consultation sont pour la moitié venus à partir du 6e mois de grossesse. Et parmi les pères qu'on a reçus, donc un peu moins de la moitié étaient nés en France métropolitaine. Et les autres pères, pour un tiers, étaient nés en Afrique subsaharienne, pour 12% en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et les autres pères, les régions de naissance se partagent entre l'Asie, l'Amérique du Sud, Caraïbes et de Rome, et l'Europe de l'Ouest et Union européenne, Amérique du Nord et Australie. Ce qui est assez intéressant dans la cohorte qui a été constituée, c'est que les pères présentent quand même des indicateurs de vulnérabilité, notamment sur le plan social. On a un père sur 5 qui est en situation d'irrégularité administrative, soit parce qu'il n'y a pas de démarche administrative en cours, soit qu'elles sont en cours. 10% n'ont pas de couverture santé, 12% ne sont jamais allés à l'école ou ont un niveau d'études primaires, et le même chiffre est représenté pour les pères qui sont sans emploi, 12%, et ça correspond au chiffre qu'on a à Montreuil du chômage. 9% des pères n'ont pas d'emploi déclaré, et près de 12% des pères on peut considérer qu'ils ont un logement précaire, c'est-à-dire qu'ils sont hébergés soit par des associations, CADA ou logements collectifs de ce type. Et ce qu'on observe aussi parmi ces pères hébergés en CADA, foyer, association, c'est qu'en général, ils ne vivent pas avec leur conjointe au moment de la grossesse, puisque la priorisation de l'hébergement pour les femmes enceintes sans abri fait qu'en général, ça sépare les couples, parce qu'il y a quand même quelque chose à questionner dans une perspective de parentalité à venir. Et c'est un chiffre qui est assez intéressant à ce titre-là. D'accord. Je me permets juste de vous demander, qu'est-ce que c'est un CADA ? L'acronyme, c'est un centre d'hébergement pour personnes demandeurs d'asile. Merci. Enfin, c'est les structures d'hébergement des personnes demandeuses d'asile. En ce qui concerne ce qui est ressorti de la consultation en termes de promotion de la santé et prévention, donc Julie vous a dit que la consultation s'était étoffée avec un axe davantage axé aussi sur la santé mentale, les habitudes de vie en général, qui peuvent avoir une influence sur la santé de l'enfant. Ce qu'on observe quand même, c'est qu'on a un quart des pères qui sont fumeurs quotidiens. Et parmi les pères qui consomment de l'alcool, dans notre cohorte, plus d'un tiers dépasse les repères de consommation, à savoir 10 verres par semaine, plus de 5 jours par semaine. En ce qui concerne toujours la consommation de toxiques, on a 9% des pères qui consomment des substances psychoactives, et dans la grande majorité, cannabis et cocaïne. Un autre point qui est intéressant et qui correspond aux moyennes nationales, c'est qu'on a 46% des pères qui sont soit en surpoids, soit en situation d'obésité, et 15% qui ne pratiquent pas d'activité physique. Or, on sait que la pratique de l'activité physique chez les parents va influencer la poursuite d'activité physique chez l'enfant également. En termes de santé bucco-orale, c'est vrai que c'est un sujet dont on s'empare pas souvent, mais la question était quand même posée.
Et parmi une population relativement jeune, on en a quand même 16% qui déclarent avoir une pathologie bucco-dentaire. Un autre sujet qui tend à être approfondi prochainement, puisque et constitue un projet un peu plus étoffé au sein même du projet partage, c'est la question du questionnement de l'exposition ou du vécu des violences par les hommes, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, sans faire de corrélation directe entre le fait d'avoir été exposé ou vivre des violences et répéter ces violences-là. Il n'en est pas question. On observe quand même que le questionnement des violences est fait de plus en plus systématiquement parmi les femmes, mais ce questionnement-là reste absent dans un cadre médical auprès des hommes, ou en tout cas, c'est encore assez peu questionné. Et donc, dans une perspective de prévention des violences au sein du couple, sachant que la période de la grossesse, c'est une période particulièrement à risque pour cela, eh bien, cette question est systématiquement posée à cette occasion. Et on a quand même 23% des pères qui déclarent avoir vécu des violences par le passé. Et puis, étant donné que c'est un sujet cher à la ville de Montreuil et qui pose quand même de plus en plus de questions dans le champ de la santé publique, les pères étaient aussi interrogés sur leur utilisation des écrans, et c'est pour les sensibiliser ensuite par la suite à l'utilisation des écrans par leurs propres enfants, étant donné que les enfants calquent les habitudes des parents et que ça peut avoir une... les pères, on leur demandait s'ils estimaient passer trop de temps sur les écrans, et on a 37% qui déclaraient que oui. Alors, je le rappelle, on a quand même une population qui a une moyenne d'âge de 35 ans, donc relativement jeune, qu'il est compliqué de faire venir en consultation. Enfin, il faut déployer des moyens assez importants pour les faire venir en consultation, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se faire solliciter dans ce cadre-là. Parce que, comme je l'ai dit, les hommes ont tendance à avoir un faible recours aux soins, et ça, c'est partout dans le monde. Et puis parce que aussi, ils s'estiment en bonne santé. Et bien, malgré tout cela, on en a quand même plus d'un tiers, lorsqu'ils arrivent enfin en consultation, qui sont symptomatiques. Et les symptômes sont extrêmement divers, même s'ils sont majoritairement de l'ordre ostéo-articulaire, du champ de la gastro-entérologie et de la dermatologie. On voit quand même que viennent en consultation des pères qui présentent des symptômes ou qui en expriment. Parmi ce qui est déclaré par les pères, presque la moitié n'a pas de médecin traitant ou estime ne pas avoir de médecin de référence à aller voir en cas d'urgence avec qui un lien a été établi. Ce qui est assez important dans la perspective d'avoir un enfant. En ce qui concerne la vaccination et le dépistage, qui constituent quand même le contenu socle de la consultation, 72% des pères présentent une indication vaccinale au moment de la consultation. En grande majorité, ça concerne le DTPC, donc la coqueluche. Par ailleurs, un père sur 4 n'a jamais effectué de dépistage VIH de sa vie. Et malgré cela, la consultation montre qu'il y a une assez forte acceptabilité à la fois du dépistage et de la vaccination lorsqu'elle est proposée sur place au moment de la consultation. Et dernier point, c'est qu'on observe que cette consultation permet d'insérer les pères dans des parcours de soins ou d'accompagnement, puisqu'il y en a 57% qui sont orientés par la suite vers d'autres professionnels spécialisés en fonction des besoins objectivés au moment de la consultation. Les professionnels qui font l'objet, à qui les personnes adressées, sont majoritairement des médecins spécialistes, donc liés aux symptômes qui sont présentés sur la gauche de l'écran, des professionnels du social et du droit, et dans une moindre mesure les paramédicaux, les psychologues, les dentistes
Voilà. Et puis on a extrait la question de l'orientation des addictions des médecins spécialistes, parce qu'on en a quand même 4% qui acceptent d'être orientés vers un addictologue. Je vais laisser Julie reprendre pour la suite. Merci beaucoup à vous, Swati. Donc après, justement, je travaille également donc à l'hôpital de Montreuil. Je réalise des consultations de suivi de grossesse. Et donc, je suis amenée donc à recevoir des pères en consultation et surtout donc à travailler avec les médiateurs. C'est pour ça, on s'est dit que ça pouvait être pas mal de vous faire un retour d'expérience directement, finalement, entre guillemets. Enfin, là, en tout cas, je parle plus en tant que coordinatrice de partage d'eux, mais plutôt en tant que avec la casquette de sage-femme à la maternité et travaillant donc avec les médiateurs. Donc, comment convaincre les pères de recourir à la consultation? C'est surtout le message que c'est vraiment pas du tout tâche aisée. Mais ça, on l'a déjà vu donc en déployant le projet. Déjà, comment trouver les futurs pères, c'est différent d'aller chercher les femmes enceintes. On a accès directement au pool de femmes enceintes à la maternité, mais alors trouver les pères, vraiment, c'était une denrée rare. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place la médiation en santé. Et donc, comment les trouver et aussi comment convaincre les pères de recourir à cette consultation. Vraiment, c'est très, très compliqué parce que, alors là, en tant que soignante, je dois vraiment me sortir tout un panel d'arguments et à adapter en fonction du conjoint, enfin du couple en tout cas que j'ai en face de moi. Donc déjà, c'est sûr, ce qui permet quand même de convaincre le père de venir à cette consultation, c'est beaucoup mieux et ça marche beaucoup mieux en fait quand il est présent. Les fois où les pères sont absents de la consultation, et même on l'a vu dans les résultats, les pères viennent beaucoup moins quand c'est leur conjointe qui leur parle de cette consultation. Ensuite, comment les convaincre? Alors vraiment, ça va, on utilise tout type d'arguments et comme je vous disais, qui sont à adapter en fonction du profil, du conjoint. Essayer de savoir, est-ce qu'il fume, est-ce qu'il a des droits ouverts, est-ce qu'il a des problèmes de santé, est-ce que c'est la première grossesse, voilà, et essayer d'adapter, parce que convaincre, c'est vraiment pas simple. Et en fait, du coup, ça rejoint exactement ce que disait Swati. Les hommes, et donc, enfin, dans cette consultation, les futurs pères ont une très bonne estime quant à leur santé. Ils s'estiment en très, très bonne santé et donc ne voient pas l'intérêt de venir en consultation. Et par ailleurs, pour beaucoup d'entre eux que je reçois en consultation, pensent aussi que c'est beaucoup la maternité, la grossesse, c'est une affaire de femmes et que ça ne les concerne pas et qui ne veulent pas, et au-delà du fait que ça ne les concerne pas, ils ne veulent pas prendre une place qu'on ne leur a pas donnée. Donc, comment convaincre les pères? Donc, plus simple de les avoir directement sous la main. Et quand ils ne sont pas là, alors c'est pas bien de faire ça, mais je dis à la femme de leur faire croire que c'est obligatoire. Parce que les femmes me disent, si je lui dis pas que c'est obligatoire, il va avoir beaucoup de mal à venir en consultation. Donc il y a le caractère obligatoire qui permet, bon évidemment entre nous c'est absolument pas obligatoire. Cette consultation ne fait pas encore partie du panel, du panier de soins, et donc elle n'est pas du tout imposée. Donc voilà. Et ensuite, comment s'articule le travail avec les médiateurs en santé? Alors, les médiateurs, donc, ils sont présents 2 jours par semaine en salle d'attente de la maternité. Donc, ça, c'est assez pratique. Donc, et en général, ils sont sur des jours qui présentent des grandes fréquentations c'est le jour où il y a le plus de consultations. Donc, ce qui est assez pratique, c'est quand le conjoint est là, je profite du moment de la consultation pour lui parler de la consulte et
je l'oriente directement vers le médiateur pour que le médiateur lui prenne rendez-vous ou qu'il lui explique plus longuement la consultation. Parce que donc dans le cadre du projet partage, on a beaucoup travaillé aussi avec les professionnels de santé. On a essayé de savoir quels étaient les freins à la proposition de la consultation, côté aussi professionnels de santé. Pourquoi est-ce que les professionnels de santé peinaient à proposer cette consultation, cette offre de consultation directement en consultation. Et ce qui était beaucoup ressorti, c'est qu'en consultation, on a peu le temps de parler d'une énième offre de soins. Donc, les médiateurs sont aussi là pour ça, pour vraiment parler en long, en large et en travers de cette consultation et de promouvoir vraiment auprès des pairs cette consulte. Et donc ensuite, tout le travail de l'articulation avec ces médiateurs, c'est aussi du coup de pouvoir voilà, les aider, les accompagner sur tout le plan social, de les aider, de les accompagner donc dans des démarches administratives, de leur expliquer, par exemple, s'ils ne parlent pas français, de pouvoir leur expliquer le fonctionnement du système de santé, pouvoir les accompagner, en tout cas leur montrer où a lieu la consultation, de pouvoir aussi leur rappeler le lieu, l'horaire de la consultation. Donc, il y a vraiment un accompagnement, il y a une articulation avec les médiateurs lors de la sensibilisation, de la promotion de cette consultation, donc vraiment en aval de la consultation et ensuite en amont de la consultation et un accompagnement plus aussi en aval de la consultation. Une fois que les pairs sont venus en rendez-vous avec le médecin, tout le travail aussi du médiateur, ça va être aussi de pouvoir continuer un suivi pour les pairs qui en ont besoin. Ou d'autres choses? Bon. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous avez des questions, Ludovic? Alors pour l'instant, nous n'avons pas de questions de la part des participants. Donc, comme je pense que le contenu était présenté de façon très claire, je peux vous encourager à continuer à nous présenter les suites de votre présentation. Et puis, je pense qu'on viendra à des questions un petit peu plus tard. N'hésitez pas. Et juste pour finir sur le retour d'expérience qui marche bien aussi côté professionnel de santé, comme ce qui sortait beaucoup côté professionnel. Pourquoi est-ce que la consultation n'était pas souvent, cette offre de soins n'était pas souvent proposée? Donc, c'était le manque de temps en consultation. Et ce qui aide beaucoup, en tout cas, pour proposer cette offre de soins, c'est au moment de l'interrogatoire. Dans les suivis de grossesse, il y a des soignants ici qui font des suivis de grossesse. C'est vraiment de parler de cette offre de soins en même temps où on aborde les antécédents du père. Voilà, parler donc de la femme, vous, quels sont vos problèmes de santé, etc. Il y a toujours un moment, évidemment, quand même, où on s'intéresse à l'autre moitié. Et du coup, d'intégrer cette offre de soins au moment directement où on parle du conjoint. D'accord. Donc, les médiateurs en santé, donc ils sont arrivés au sein du projet il y a plus d'1 an. Et donc là, donc il y en a 2, ils viennent de l'association ARCAT, qui est davantage centrée sur la lutte contre le VIH et la santé sexuelle. Donc ils étaient 2, Oumar Sissoko et Djakarija Diallo, à s'alterner les permanences au sein de la maternité. Je vais vous présenter donc ce qui a été fait. Donc l'objectif de la médiation en santé au sein du projet Partage, c'était de sensibiliser la population montreuilloise de manière élargie à la consultation des pairs afin de diffuser l'information. Mais plus spécifiquement aussi de sensibiliser les pairs au sein du vivier, entre guillemets, que représente la maternité. On s'est rapidement rendu compte que la médiation en santé était beaucoup plus efficace au sein des maternités, malgré le fait qu'ils soient aussi allés dans d'autres structures de la ville qui sont en contact avec des futurs parents. Il s'agissait de favoriser le recours à la consultation d'une part,
mais aussi d'accompagner les pères qui pouvaient être en difficulté dans le système de soins ou même dans la compréhension du parcours de grossesse en aval de la consultation. C'était particulièrement intéressant, par exemple, lorsqu'il y avait une découverte d'hépatite B qui donne lieu à énormément de consultations par la suite, d'examens médicaux. Et dans ce cas-là, les pères étaient accompagnés dans leur parcours de soins à ce moment. Donc, les chiffres là portent sur la période de mars 2025 à avril 2026. Donc 50-35 heures de médiation au total ont été effectuées par 2 médiateurs en santé de l'association ARCAT. On a atteint le chiffre des 2000, mais ils ont quand même rencontré près de 2000 personnes dans le cadre de leur activité, 977 hommes et 919 femmes. Ce qu'on observe, c'est qu'un quart des pères prennent rendez-vous tout de suite, donc au moment où l'information leur est donnée par le médiateur en santé au sein de la maternité, soit en prenant rendez-vous sur place, soit ils donnent leur numéro de téléphone au médiateur qui nous le transmettent par la suite, et Julie et moi rappelions les pères. 147 pères sont venus en consultation grâce à la médiation en santé. Ça représente quand même 15% des pères. La médiation en santé a beaucoup contribué à faire venir les pères en consultation. 15%, ça représente plus que l'orientation des pères par les médecins libéraux de la ville, par exemple. Ça représente autant que les raisons d'orientation des pères mais je vais en reparler après, presque autant que l'orientation des pères par la communication générale faite en ville. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a une habitude quand même qui s'ancre au sein de la maternité, puisque au fil de l'année, le nombre de pères venus en consultation grâce à la médiation en santé à partir de janvier a augmenté significativement. Voilà. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, 7 pères ont été accompagnés par nos médiateurs en santé dans le cadre de ce projet à l'occasion d'une découverte d'hépatite B, et 4 pour l'accompagnement dans leur parcours social et médical, soit dans leur démarche de demande d'asile, et dans ce cas-là, les médiateurs en santé, par exemple, les accompagnaient directement à l'OFPRA. D'ailleurs, et ça représente 3 pères sur 4 d'ailleurs. Donc, comme le disait Julie, donc les médiateurs en santé ont principalement été postés à la maternité. Ils portaient une blouse blanche afin d'assurer une légitimité et un badge donc à l'effigie de la maternité. Pour contrer un peu l'effet de barrière de la langue, les médiateurs en santé disposaient des codes ISM pour pouvoir proposer un interprétariat. Et ils étaient donc là 3 demi-journées par semaine à la maternité. Puis il y avait des affiches au sein de la maternité qui informaient aussi sur la présence des médiateurs en santé en donnant leur numéro de téléphone. Si les pères voyaient l'affiche, ils pouvaient appeler directement. Et puis ils étaient bien identifiés puisqu'ils avaient un box aussi 2 jours par semaine. D'accord. Les codes ISM, c'est un moyen pour accéder à des interprètes, hein, c'est ça? C'est ça. Exactement. Merci. Alors, comme je vous disais, la médiation en santé représente 15% des orientations faites vers la consultation. Majoritairement, les pères viennent à la consultation parce que parce que les professionnels de santé de l'hôpital, notamment les sages-femmes, ont orienté les pères vers la consultation. Ils viennent aussi beaucoup par la communication générale qui a été faite en ville, et puis par la compagne. Les pères venant par la compagne, on ne peut pas vraiment différencier si c'est le médiateur en santé qui en a parlé à la compagne, ce qui fait qu'elle en a parlé également à son compagnon. Mais a priori, les chiffres de médiation en santé seraient un peu plus gonflés, un peu plus que 15%. Voilà.
Oui, c'est une approche assez prudente de l'évaluation que vous avez faite là. C'est ça. Oui. C'est ça. Et donc, pour ce relais de l'information et ensuite le recours à la consultation par les pairs via la médiation en santé, les modalités étaient les suivantes. Soit les médiateurs en santé informaient le père, puis prenaient rendez-vous sur place avec les secrétaires de la maternité, soit ils recueillaient le numéro de téléphone du père, soit ils accompagnaient directement les pères à la consultation après avoir appelé le médecin sur place pour savoir si des créneaux étaient libres, ce qui fonctionne assez bien. Donc on a quand même eu un chiffre important de recours à la consultation par les pairs, mais on a aussi eu quand même 900 pairs qui ont été rencontrés par les médiateurs en santé. Et les retours des médiateurs en santé par rapport à la prise de rendez-vous est le suivant. C'est que les pairs expriment presque systématiquement un intérêt, mais ne souhaitent pas prendre rendez-vous tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un temps de réflexion pour savoir s'ils souhaitent venir ou pas à la consultation. En fait, l'intérêt pour la consultation est difficilement suivi d'une conversion en prise de rendez-vous concrète, malgré le fait qu'ils trouvent l'initiative salutaire. Parmi les pairs qui ne prennent pas rendez-vous, donc nous, dans notre suivi d'activité des médiateurs en santé, on notait systématiquement les raisons perçues par les médiateurs en santé sur le fait que les pairs ne souhaitent pas prendre rendez-vous directement lorsqu'ils reçoivent l'information. Et donc, on observe pour 40% environ que les pairs ont besoin d'un temps de réflexion, ils hésitent ou ils attendent une validation, soit de la part du professionnel de santé suivant la grossesse de leur partenaire, soit de la part de leur conjointe. Environ un quart des pairs qui ne prennent pas rendez-vous sur place disent ne pas être intéressés. Et ça, je vais revenir un petit peu plus tard sur les raisons. Un quart disent manquer de temps, et puis 10% ont déjà un suivi médical et donc estiment qu'il n'est pas nécessaire de faire cette consultation, bien que celle-ci aille au-delà d'un simple rendez-vous médical, puisque sont abordées les questions liées au vécu de la grossesse, la préparation à la parentalité à venir, etc. Donc, on a fait un gros bilan avec les médiateurs en santé sur les freins et les leviers qu'ils identifiaient par rapport à la médiation en santé. Le premier frein pour les médiateurs en santé, ce sont les freins culturels. Les freins culturels concernent déjà les normes de genre. Ça rejoint tout à fait ce que disait Julie par rapport à ça. C'est-à-dire que les pères perçoivent la maternité comme un espace exclusivement féminin, où malgré le fait qu'ils soient présents au sein de la maternité, certains, et je dis bien certains, estiment qu'ils sont là en tant qu'accompagnants, mais qu'ils n'ont pas un rôle normal, enfin, qu'ils n'ont pas une présence normale, entre guillemets, au sein de la maternité. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas à le faire, ils ne seraient pas là. Certains disent même qu'il s'agit d'une affaire de femmes. Ça, c'est quelque chose c'est un des freins qui a été majoritairement identifié par les médiateurs en santé. L'autre frein concerne les croyances religieuses et un certain fatalisme, terme utilisé par l'un des médiateurs en santé, c'est-à-dire que la prévention n'a peu de place pour certains pères, étant donné que la maladie est liée à une volonté divine et donc, pour des raisons évidentes, dans ce paradigme-là, la prévention, prévenir les maladies, n'a peu d'importance. Certains pères s'estiment en bonne santé, et puis en lien avec ce que je dis, il y a une culture de la prévention qui se trouve plutôt absente. Un autre frein qui a été identifié malgré l'accès à l'interprétariat, c'est la barrière de la langue et la nécessité de transmettre l'information de manière orale. C'est-à-dire que les médiateurs en santé avaient des flyers traduits en 8 langues et que même s'ils donnaient ces flyers-là, il fallait que
que l'information écrite soit suivie d'une information orale et étayée. Un autre frein concerne les freins organisationnels, c'est-à-dire que les pairs sont rencontrés au sein de la maternité et la consultation a lieu au Cégide. Alors, un service différent à l'hôpital. C'est ça. Alors, il faut savoir que même les professionnels de santé au sein de la maternité ne savent pas toujours où se trouve le Cégide. Alors, pour les pères, lorsqu'ils doivent... C'est toi qui l'as dit, hein, Julie. C'est vrai, c'est vrai. Alors, pour les pères qui doivent traverser l'hôpital en venant de la maternité pour aller au Cégide, eh bien, ça peut paraître anecdotique, mais c'est un vrai sujet. Et donc, petit à petit, en fait, les médiateurs en santé emmenaient les pères voir le Cégide, leur faisait une petite visite pour que cela leur permette de mieux se repérer et puis qu'ils se familiarisent un petit peu avec le lieu. On se rend bien compte que quand on porte les futurs patients dans les lieux qui les concernent et qui sont portés comme ça par les professionnels de santé, il y a une familiarisation avec les lieux qui sont faits et les personnes vont avoir... sentir plus en confiance ensuite pour y venir. Et ça, on l'a bien vu au sein du projet. C'était la même chose. On peut peut-être juste rappeler, pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, que les Cégides sont des centres d'information et de dépistage sur les infections, et notamment les infections sexuellement transmissibles. Je parle sous votre contrôle, évidemment. C'est tout à fait ça. Voilà, désolé pour ce rôle d'interruption régulière pour souligner les nombreux sigles. D'ailleurs, vous nous en avez mis vraiment pas beaucoup et je vous en remercie, c'est beaucoup plus clair, me semble-t-il, pour notre auditoire. Merci à vous. En termes de freins organisationnels, ce qu'ont pointé les médiateurs en santé, c'était une proposition insuffisante de la consultation par les soignants. Qui ont déjà énormément d'informations à passer lors des consultations. Ce qu'ils ont regretté aussi, ou ce qu'ils ont pointé du doigt, c'était le fait qu'ils maraudaient au sein des salles d'attente, au sein des couloirs de la maternité, et que ces espaces-là, pour porter une information à des personnes qui parfois ne se sentent pas dans leur lieu légitime pour y être, à savoir les pairs, eh bien, ce manque de confidentialité pouvait être un frein à la prise de rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres personnes autour qui écoutent ce qui est dit, ou parce que il y a la compagne qui valide ou invalide cette offre faite à leur partenaire. Et donc, le manque de confidentialité pouvait être un frein, notamment dans la perspective où proposer une offre de soins à des hommes au sein de la maternité, c'est supposer peut-être qu'ils pourraient avoir une pathologie ou ou présenter une vulnérabilité. Et donc, les médiateurs en santé disaient que le fait de proposer cette consultation en public pouvait être un frein. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des box où les médiateurs en santé pouvaient parler après de manière confidentielle avec les pairs. Ensuite, un autre point, c'est le fait que malgré le fait que les pairs aient eu une prise de contact avec les médiateurs en santé, qu'il est quand même nécessaire de les rappeler la veille des rendez-vous pour s'assurer qu'ils viendront. Et ça, c'était fait systématiquement. Et puis, de manière un peu plus marginale, mais qui a eu des conséquences aussi sur l'activité des médiateurs en santé, c'est qu'il y a eu une baisse drastique de la fréquentation de la maternité en août, qui a repris en janvier, mais il y a eu un laps de temps du fait d'événements qui ne nous concernaient pas directement, qui a un petit peu diminué l'activité des médiateurs en santé et de la prise de rendez-vous au sein de la maternité, enfin pour la consultation des pairs. Voilà. Un autre point qui a été un vrai sujet, dont on a parlé énormément avec Julie et les médiateurs en santé, c'est que les médiateurs ont quand même vécu des situations assez désagréables où les réactions des pairs étaient plutôt épidermiques lorsqu'ils se voyaient proposer la consultation avec des comportements
à la limite de l'agressif lors de la proposition de la consultation. Et puis des propos jugeants par rapport à leur statut également. Et puis l'un des derniers points mis en lumière par les médiateurs en santé, c'est l'influence de la dynamique de couple sur la prise de rendez-vous. Ce qu'ont trouvé les médiateurs en santé, c'est que l'acceptation de prise de rendez-vous dépendait beaucoup de choses. D'une part, que le père soit seul, donc pas en présence de sa compagne, mais aussi que le fait que la femme, même avec un langage corporel, c'est-à-dire sans rien dire, incite ou non son partenaire à prendre rendez-vous, était très impactant sur la prise de rendez-vous par la suite. Et puis, ils ont rencontré quelques situations où la femme s'opposait directement à la prise de rendez-vous du père ou même à la transmission de cette information à son partenaire en refusant qu'il y ait plus de discussions à ce sujet ou en disant qu'elle savait qu'il ne viendrait pas de toute manière à cette consultation. Donc on a parlé des freins. Les médiateurs ont quand même pointé plusieurs leviers d'action pour influencer la prise de rendez-vous. Donc ça recoupe un petit peu ce que je viens de dire, c'est pour refaire une synthèse de ce qui fonctionne selon eux. Le premier, c'est de parler avec le père lorsqu'il est seul et qu'il ne peut y avoir aucun facteur d'influence sur sa prise de décision de prendre rendez-vous pour la consultation. Donc, ce qu'ils ont remarqué, c'est que la grande majorité des pères qui prenaient rendez-vous, ils avaient pris rendez-vous parce qu'ils étaient seuls et que leur compagne était à ce moment-là en consultation. Un autre levier, c'est l'argumentaire, c'est-à-dire la manière dont on va parler de la consultation influence beaucoup sur la prise de rendez-vous ou non, et j'imagine que Julie est d'accord avec ça. Donc, les médiateurs en santé recommandent de parler davantage de bilan de santé et puis d'insister sur le fait de la possibilité d'avoir un carnet de vaccination. Étrangement, la vaccination était un argument qui fonctionnait plutôt bien. La deuxième chose, et ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux pères qui viennent en consultation alors qu'ils deviennent pères pour la première fois, c'est que la santé de l'enfant à naître, c'est un argument phare pour convaincre les pères de venir en consultation. Et puis, c'est exactement ce que disait Julie tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que présenter la consultation comme étant obligatoire et protocolisée au sein de la maternité, fou que les pères ne voient pas d'issue. Mais entre parenthèses, en fait, au même titre qu'une femme enceinte bénéficie, pareil, d'un caractère non obligatoire de 7 consultations prénatales et 3 échographies. C'est plutôt en ce sens où cette consultation était présentée. C'est dans le parcours de grossesse, il y a 7 consultations, 3 échographies pour la femme et une consultation pour vous, monsieur. Bon, voilà. Ensuite, parmi les leviers, le lien avec les soignants est extrêmement important, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un chaînage qui est fait entre professionnels de santé et médiateurs, ça fonctionne bien. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure quand je disais que ça fonctionne bien lorsque les professionnels de santé portent les patients vers le lieu où ils doivent aller ou portent les patients vers le professionnel relais, c'est-à-dire qu'il y a un vrai chaînage de fait. Un autre point, c'est d'insister auprès des soignants pour qu'ils répètent l'information, c'est-à-dire pas seulement à la consultation d'inscription en maternité, mais ensuite pour toutes les consultations de suite qui vont suivre au sein de la maternité, de s'assurer que le père a bien fait la consultation. Et au niveau des médiateurs en santé, ce qu'ils remarquaient, c'était que c'était aussi important d'avoir un temps après l'information donnée par le professionnel de santé pour revenir avec les pères sur l'explication de l'intérêt de cette consultation
identifier s'il y avait eu des points d'incompréhension. D'accord. Me permet de vous dire qu'il est 50, donc on est tout près de la fin, mais allez-y. Et puis les deux dernières choses, c'est que la prise de rendez-vous immédiate sur place, la notion d'unité de temps et de lieu est importante, c'est-à-dire que lorsqu'on dit au père, il y a une consultation, vous pouvez y aller tout de suite et c'est à 2 mètres d'ici, eh bien ça fonctionne bien. Et puis comme je disais tout à l'heure, la conjointe a une influence assez importante sur cette décision. J'ai fini le point sur la médiation en santé et sa contribution au sein du projet partage. Je clôture avec les perspectives du projet, puisque le financement se termine le 31 octobre 2026. La consultation va se poursuivre à Montreuil, mais la coordination s'achève. L'objectif là, après cette expérimentation à Montreuil, étant donné qu'on n'a pas obtenu de portage national de cette consultation pour qu'elle soit expérimentée en multisite et portée par les institutions, la stratégie adoptée, c'est de pouvoir faire un partage d'expérience auprès des territoires ou structures qui seraient intéressées par la mise en œuvre de la consultation pour que celle-ci s'en saisissent, et on a eu plus d'une dizaine de sollicitations pour cela, pour que les structures et les territoires s'en saisissent et qu'on puisse expérimenter cette consultation dans d'autres contextes présentant des caractéristiques de densité médicale, des caractéristiques épidémiologiques, culturelles ou même organisationnelles différents, et voir quelles pourraient être les adaptations dans l'ingénierie de projet, dans la mise en œuvre de cette consultation sur des territoires qui peuvent être plus contraints ou non que le nôtre. Et dans cet objectif-là, on a en cours de constitution d'une mallette pour partager cette expérience-là qui reprend plusieurs éléments sur comment guider vers la mise en œuvre de cette consultation-là. Un site internet est également en cours d'élaboration qui permettrait de diffuser les ressources concernant ce projet, mais aussi de lui donner davantage de visibilité. Et pour cela, il ne faut pas hésiter à contacter l'équipe si vous souhaitez avoir davantage d'informations dans ce sens-là. À terme, l'objectif, c'est de créer un réseau d'implémenteurs de la consultation, mais c'est encore un sujet de réflexion. À vos questions. Merci beaucoup pour ces questions, pour toute cette présentation. Donc, le temps est arrivé maintenant de laisser la place aux questions des participants. Je tiens à vous remercier toutes les deux pour la clarté de cette présentation et pour le travail de fond qui a été fait, qui est vraiment très serré et de grande qualité. Donc, en attendant que peut-être les premières questions arrivent par écrit, donc je vous rappelle la règle du jeu. N'hésitez pas dans la conversation, vous pouvez rédiger vos questions et je me ferai votre porte-parole. Donc, dans un premier temps, vous venez de parler des perspectives. Dans l'hypothèse où certaines structures seraient intéressées pour dupliquer cette action, la mettre en place, c'est quoi la marche à suivre? Il faut vous contacter? Comment ça fonctionne? Oui, le mieux, c'est de contacter sur l'adresse mail indiquée ou de contacter le docteur Pauline Penaud pour avoir davantage d'informations sur la consultation, les ressources nécessaires, ou pour demander la mallette. Mais la mallette, on a encore besoin d'un petit délai de 4-5 mois pour la finaliser. D'accord. Mais on reste ouvert pour répondre aux questions. Oui, j'ai bien compris que c'est votre souhait de dupliquer cette action et de la diffuser par ailleurs. C'est ça, de la diffuser, parce que oui, c'est assez dommage là que ça s'arrête. Après, elle va continuer. En effet, la consultation va se terminer, mais aujourd'hui, on ne peut pas la répliquer encore sur d'autres territoires. Et comme disait Swati aussi, ce qui serait intéressant, c'est de voir dans un autre contexte, sur un autre territoire, avec des caractéristiques sociodémographiques différentes. Voilà, aujourd'hui, ça a marché avec l'écosystème de la ville de Montreuil, avec l'hôpital de Montreuil, et donc avec tout ce que ça a entraîné comme résultat. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est ça, c'est la suite, et puis même étudier l'impact d'une médiation sur un autre territoire.
L'objectif à terme, c'est que la consultation intègre le parcours de grossesse classique au même titre que l'entretien prénatal précoce, les consultations. D'accord. Donc, de le faire rentrer dans le droit commun, entre guillemets, des consultations remboursables, etc. Ouais, c'est ça. Oui. Qui serait pour vous un progrès en termes de santé publique. Il me semble que les éléments que vous avez présentés plaident dans ce sens, en effet. Alors, moi, j'aurais aussi peut-être une petite question. Vous en parliez tout à l'heure, Julie, sur l'enjeu du lien à faire entre cette consultation dédiée au père et le fonctionnement, j'allais dire, classique de la maternité. Il y a des enjeux peut-être d'articulation avec les médiateurs ou les médiatrices en santé, puisque vous avez eu successivement les deux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que d'un point de vue culturel, pour les soignants, par exemple, c'est compliqué de s'organiser et de travailler avec des médiateurs? Complètement, ça ne fait pas encore trop partie de notre… après, je pense que ça dépend des territoires, hein, je ne veux pas du tout généraliser, mais c'est vrai que ça ne fait pas encore trop partie de notre culture de soignants d'intégrer et de travailler en complémentarité avec des médiateurs en santé. Et ça commence petit à petit et quand même depuis quelques années sur les maternités dans le 93, en tout cas en Île-de-France, et donc celle du 93. Depuis quelques années, il y a des médiatrices en santé qui sont venues pour justement travailler en complémentarité avec les soignantes, alors surtout du coup les soignants qui effectuent des suivis de grossesse. Comme c'est un territoire, la Seine-Saint-Denis, qui va être très marqué par la précarité, on est souvent professionnels de santé confrontés à des situations où on a du mal à accompagner les patientes sur tout le plan médico-psychosocial. Et c'est dans ce sens que des postes de médiateurs en santé ont été ouverts sur l'hôpital. Donc vraiment pour essayer qu'on travaille en complémentarité, pour qu'on puisse ensuite accompagner la patiente dans le but d'une prise en charge globale. Et on voit bien que c'est encore très compliqué. Les soignants ont encore n'ont pas encore le réflexe d'orienter directement vers la médiation. Et vraiment, pareil, ça a été fait en ce sens pour éviter, on sait qu'on a beaucoup d'impératifs en consultation, beaucoup d'informations à donner et nous à recevoir au niveau de l'interrogatoire, les papiers à recevoir, etc. Et donc, encore, on sent que les soignants peinent à finalement se décharger de toutes ces charges sur le plan social, administratif, et ils n'ont pas encore, c'est vrai, dans leur culture, ils ne sentent pas encore finalement là, ils n'ont pas encore le réflexe d'orienter vers les médiateurs en santé. Donc ça se fait petit à petit parce que justement, avec là l'expérimentation, le projet partage, on avait nos 2 médiateurs qui rôdaient en salle d'attente. Donc, tous les soignants se demandaient, mais qui sont, surtout en plus, c'était 2 hommes. Et en maternité, il y avait déjà beaucoup de femmes, beaucoup de patientes. Et ensuite, il y a aussi beaucoup de femmes soignantes. Donc, quand il y a 2 hommes avec une blouse blanche, ils sont, c'est vrai, ils sont remarqués. Surtout, un médiateur faisait, je pense, plus de 1m90, était immense. Donc ça a posé question et justement les soignants, les soignants ont commencé un peu à s'intéresser. Mais qui sont ces personnes? Ça a permis de les intégrer. Complètement. Parce qu'ensuite, la médiatrice en santé qui est à l'hôpital, qui est postée à l'hôpital de Montreuil en maternité, est beaucoup dans son bureau. Donc, on va moins la voir marauder en salle d'attente. Bon. Mais voilà, c'est vrai que ça ne fait pas encore partie de la culture, je trouve, des soignants de travailler. Ça vient petit à petit et justement, je pense aussi par l'initiative de projets comme ça. Et je pense, c'est vrai, les maraudes en salle d'attente avec des médiateurs a beaucoup posé questions et les soignants ont commencé un peu à se poser des questions. Mais quel est l'intérêt? Pourquoi ils sont là? À quoi ils servent? Tout à fait. Et alors, vous qui êtes professionnelle de santé aussi, Julie, est-ce que vous diriez, d'après votre expérience, que le fait d'avoir ce soutien par des médiateurs en santé, ça a été une amélioration de votre quotidien? Est-ce que ça vous aide au quotidien? Complètement, surtout en fait sur la frustration de ne pas justement accompagner, ne pas avoir le temps, la frustration de ne pas avoir le temps d'accompagner pleinement
les patientes et le couple. On est très pris par le temps et en fait, on n'a pas le temps de s'occuper du point de vue médical, psychologique, social. Et là, c'est vrai que d'avoir un appui, enfin, c'est même pas un appui, c'est vraiment en fait finalement un autre professionnel qui va pouvoir prendre en charge. En fait, je vois vraiment aujourd'hui, c'est un maillon, le médiateur a un maillon indispensable dans la prise en charge d'une patiente, d'un patient. Moi, je vois vraiment la différence dans ma prise en charge, ou en tout cas, je me sens plus frustrée ou plus, entre guillemets, mauvaise soignante, parce que je sais que le relais va être pris par quelqu'un qui va être compétent dans tout le côté voilà, social et surtout médiation. Comment, en fait, là, aujourd'hui, concrètement, on a beaucoup, par exemple, une population de Roms à l'hôpital de Montreuil qui ont une très mauvaise connaissance du système de soins, qui peinent à aller au rendez-vous, qui ne comprennent pas l'utilité d'aller à des rendez-vous de suivi de grossesse, qui ne connaissent pas, au-delà de l'hôpital, hein, mais qui ne connaissent pas les centres de proximité comme les PMI. Tout ça, c'est hyper important. C'est le travail de la médiation en santé, de prendre le temps et de ne pas être pressé par le temps et de prendre le temps d'expliquer tout ça. Ce n'est pas seulement un accompagnement social, c'est vraiment un accompagnement global de la patiente et pour que cette patiente se fasse mieux suivre. Parce que c'est grâce à ça, c'est grâce au travail de la médiation que derrière, les patientes vont continuer leur suivi de grossesse et vont bien prendre en charge leur santé. Donc vraiment, pour moi, aujourd'hui, c'est indispensable d'avoir, en tout cas, des médiateurs dans nos services de soins, parce que ça nous permet vraiment, pour le coup, de mieux prendre en charge en soins nos patientes. Merci beaucoup pour ce mot de la fin très complet et qui nous rappelle donc tout l'intérêt de la médiation en santé. Je pense qu'on était d'office un peu convaincus à l'avance, mais c'est toujours beaucoup plus intéressant d'avoir tous les éléments chiffrés, les éléments d'évaluation et votre retour d'expérience personnelle à toutes les deux, Swati Perrault, Julie Châteauneuf. Un grand merci au nom de la Fondation MNH pour avoir mené ces actions et pour avoir consacré autant d'énergie et de talent à les évaluer et à essayer de les porter vers une dissémination dans d'autres lieux. Merci à vous, très bonne continuation et donc merci à toutes les personnes qui ont participé. Nous allons clore ce 4e webinaire dès à présent. Merci beaucoup et au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.